Jean-Jacques, oui, excuse-moi. Oui, par rapport à ce que vient de dire Laurent, je rebondirai un petit peu sur la rectification qu'a donnée Eric sur mes propos aussi, qui étaient évidemment tout à fait recevables, de faire attention entre le rôle, le fondement le rôle du mythe et les dérives qui sont plus de l'ordre du mythe, mais qui sont de la mystification, c'est le terme qu'emploie Eric. Donc, nous devons avoir une très très grande vigilance par rapport à tout ça. On pourrait ici abonder en anecdotes différentes par rapport à ça, des histoires de lignées, etc., avec des choses absolument incroyables et même complètement farfelues que j'ai pu voir en Chine, et surtout en Occident, la façon dont en Occident on se réapproprie certaines lignées chinoises d'une façon absolument tordue. Bon, ce n'est pas le lieu ici ni de citer, ni quoi que ce soit, mais nous connaissons tous beaucoup d'anecdotes, y compris d'ailleurs, puisque ta question était là aussi, Laurent, dans les cas des fédérales. Dans le cas de fédéral, il y a cette discussion-là qui est toujours en ligne de compte entre une forme ce qu'on oppose toujours entre tradition et modernité, qui, à mon avis, qui est un débat extrêmement qui n'a pas lieu, qui est un peu trop, comment dire, schématique. Mais ces histoires-là sont souvent un petit peu toujours récurrentes, et en fait, il faudrait dépasser un petit peu ce cadre-là. Ce qui est intéressant par rapport au mot que tu as employé aussi tout à l'heure, dans ce que tu disais, c'est par rapport au mimétisme, etc., à l'interlignée. Mais je regardais tout à l'heure dans le film, j'ai vu hier aussi le film de Georges, qu'il a ramené de son maître, de ce moine taoïste, là, quand je le vois corriger ses petits élèves, etc., mais je dis, mais par rapport à la façon dont je pratiquais, il y a pas une petite feuille de cigarette entre, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on a même en tant que transmetteur, même des façons de faire, s'éloigner, se rapprocher de lui, le corriger, prendre 3 pas en retrait pour voir s'il a compris, etc. Tout ça, ces attitudes de pédagogue, on peut les repérer partout. Je veux dire, il y a un fond commun aussi par rapport à ça. Euh, Ensuite, ce que je voulais dire aussi, c'est que dans la transmission, puisque c'était ça aussi dont était la question, je vais faire un à côté aussi, en disant qu'il y a des transmissions qui se font à l'insu ou bien la transmission se fait à l'insu du rapport entre le maître et le disciple. Je vais prendre un exemple autre que j'aime beaucoup, Eric le sait, on en a souvent parlé, un jeu traditionnel que l'on trouve dans le monde entier, qui est le jeu de la marelle. Le jeu de la marelle est un jeu qui est tracé par les enfants, qui est transmis par les enfants hors le monde adulte, avec les mêmes choses. Moi, j'ai vu ce jeu-là dans mes pérégrinations, que ce soit en Amérique du Sud, en Afrique, etc., voire au Tibet, etc., où j'ai vu exactement le même plan, avec les 8 cases et les petites filles qui jouent à la marelle, se transmettent là des choses essentielles qu'on pourrait définir comme, par exemple, une représentation du Tao, etc. Je me dis, mais qui se transmet, c'est le jeu lui-même qui transmet ça. C'est pas du tout le côté, la détermination du maître qui enseigne, c'est pas du tout les enfants qui vont, eux, par rapport à ça, recevoir quelque chose, comment dire, comme s'il tombait du ciel. Non, la transmission, elle est dans le jeu lui-même. Et si on veut garder un peu d'espoir, aujourd'hui, dans la période difficile que l'on vit, c'est que savoir que si on, et c'est pour ça que je reviens à ce que je disais tout à l'heure, si vraiment on a l'exigence en tant que transmetteur, professeur, maître, peu importe le terme, mais si on a une exigence par rapport au contenu que l'on transmet, à l'intérieur de ça, comme une petite graine intérieure, on transmet justement ces ferments du savoir-être et de transmission initiatique qui fait que les lignées dans lesquelles on s'inscrit sont des lignées qui sont hors lignées, telles que tu as pu décrire un peu tout à l'heure, qui sont sur une certaine représentation, etc. C'est-à-dire que la transmission et les vraies lignées sont hors, comment dire, champ culturel. Voilà ce que je veux dire. C'est quelque chose de plus fin, de plus subtil. Voilà, c'est ce que je pense. Alors après, tu parlais du mimétisme. Le mimétisme aussi, c'est une des techniques que l'on emploie en Occident ou en Orient. C'est-à-dire, quelquefois, on se met devant, on n'a pas peur de se mettre devant en disant « fais comme moi ». Je veux dire, c'est pas
c'est pas quelque chose c'est quelque chose qui a été contesté dans le monde de la transmission des savoir-faire en Occident, mais c'est une des méthodes que l'on peut utiliser. Si c'est la seule méthode utilisée, là, à ce moment-là, on peut se poser des questions d'ordre même moral par rapport à l'emprise du maître et du ligné sur la liberté des apprenants derrière. Il y a toute une discussion aussi qui est d'ordre politique aussi à maintenir de ce côté-là. Je voulais dire aussi, par rapport aux rites, tout à l'heure, revenir, moi j'ai employé des rites simples à l'insu des élèves, etc. Ou par exemple, pendant très longtemps, Juliane peut en témoigner, je commençais mes cours, mais tous mes cours d'éducation physique, je me mettais devant, je ne me retournais pas, et j'étais en silence complet. Et j'attendais, petit à petit, en commençant à faire mes exercices, les élèves me suivaient. C'était un rituel de silence qui n'a jamais été expliqué. Je ne l'ai jamais expliqué, je ne l'ai jamais imposé. C'est venu quelque chose que j'ai instauré petit à petit. Les élèves les retours que j'ai eus après de longues années par la suite m'ont dit que c'était un moment qui était formidable pour eux. C'était un moment rituelique. Et l'anecdote par rapport à ça, c'est quand il y a, par exemple, l'université de Bordeaux est venue me filmer, etc. J'ai été extrêmement critiqué là-dessus, en me disant que j'avais une attitude quasi fasciste, quoi. Donc, je veux dire, on avait, oui, mais le regard d'un maître qui se met devant dans le contexte occidental, le maître ou le professeur qui se met devant, et puis et qui ne se retourne même pas et qui laisse ses élèves le copier complètement, ça a été considéré comme quelque chose de très très contestable. Et j'ai été même un petit peu bousculé par rapport à ça. Et j'ai eu du mal à expliquer ça, ce que j'essaie de vous expliquer là. C'est-à-dire que la fonction du rite dans les transmissions, même chez nous, elles peuvent prendre des différentes façons. Je vais en donner un autre exemple. Quand je fais des interventions avec les enfants du primaire, mais tout petits, hein, je parle des enfants du CP à qui je peux faire je transmets des petits mouvements avec des cannes, etc., etc. Et je fais le fameux signe que tout le monde connaît, etc. Voilà. Et là, par rapport à ça, je leur donne un sens à ça. Alors je leur dis, je théâtralise ça. Je dis, voyez, ça, c'est la guerre, ça, c'est la paix. Et la paix couronne la guerre. Alors là, les mômes, ça les fait fondre. Et ça, après, c'est eux qui le revendiquent, ce rituel. Une fois qu'on l'a donné un sens, qu'on l'a donné voilà, je veux dire, toutes ces choses-là, toutes ces petites pierres que l'on met les unes à côté des autres pour faire un jeu qui soit cohérent et qui respecte à la fois une tradition et à la fois une morale de transmetteur, fait qu'il n'y a plus, à mon sens, plus trop d'opposition entre tradition, modernité, entre Occident, Orient, etc. Et c'est cette diversité, c'est cette richesse-là que l'on doit, nous, en tant que transmetteurs, mettre en phase avec les contextes dans lesquels on est, de façon à ce que ce soit rendu vivant et que ce soit approprié par ceux qui participent. Et c'est cette richesse-là, cette diversité-là que l'on doit maintenir. Et je rebondis sur ce que Eric a dit tout à l'heure. Eric a dit quelque chose par rapport, il a cité très rapidement François Julien et Jean-François Bulter. Évidemment, je suis complètement d'accord avec mon ami Eric là-dessus. J'irai même plus loin. Je veux dire que c'est vrai que la critique que l'on peut avoir de François Julien, mais qu'il faut lire, il faut lire François Julien, bien entendu, mais quand François Julien parle de pensée chinoise au singulier, vire la contestation qu'il y a eu à la fois de Jean-François Bulter ou même de Romain Graziani, pour ceux qui le connaissent, Romain, lui, critique fondamentalement ça en disant il n'y a pas une pensée chinoise, il y a des pensées chinoises. Il n'y a pas une philosophie chinoise, il y a des philosophies chinoises. Il n'y a pas une pratique chinoise, il n'y a pas un tai chi chuan, il y a des tai chi chuan. Il y a des pluralités et que c'est le fait de pouvoir se lever là-dedans avec curiosité, avec esprit critique et aussi avec une forme d'humanité, etc., on peut préserver cette forme de richesse. Et si on a cette attitude-là, on peut avoir tissé des passerelles entre l'Occident et l'Orient qui seront foisonnantes et qui seront même en plus, à mon avis, tout à l'heure on a parlé, je ne sais plus qui a parlé de ça, si Stéphane, je ne me souviens plus, en disant que la réflexion que l'on peut avoir aujourd'hui en tant qu'éducateur, hein, n'ayant pas peur du mot, en Occident, et même dans la mondialisation actuelle, c'est d'avoir cette attitude-là qui s'affranchit des options racistes, des options racistes au sens culturel du mot. Si on s'affranchit de ça, on va pouvoir peut-être trouver des ferments
pour pouvoir aller au-delà de ces vagues, le mot est à la mode aujourd'hui, deuxième, troisième, tous ces vagues qu'il y a aujourd'hui qui mettent en péril à la fois l'humanité, etc. Peut-être que derrière tout ça, il y a cette petite graine qui sera fructueuse. Si on n'a pas peur d'affronter la diversité et d'affronter je veux dire quelquefois, mettre à bas les représentations que l'on peut avoir qui sont de la mystification, comme disait Eric tout à l'heure. Voilà le rebond que je fais sur les propos de Laurent. Excusez-moi d'être un peu long, mais après tout, c'était autour de Jean-Jacques Sago. Hein, ouais. Je finissais de rire le temps d'allumer mon micro. C'était tout à fait autour de toi. Nous y sommes toujours. Je voudrais prendre la parole un instant. Vas-y, Stéphane. Oui, voilà. À propos de rituels, transmission, le lien à la lignée, etc., je trouve justement que le Rollerball est dans une perspective très intéressante parce que à la fois, dès la construction, il y a eu la volonté de le relier à tout ce background culturel et historique, puisque Balkong, le fondateur, lorsqu'il a commencé à créer la technique, il s'est rapproché d'experts en Taijiquan pour trouver des formes intermédiaires, c'est-à-dire basées sur des enchaînements, 108, etc., refait avec la raquette et la balle. Donc à la fois, il y a cette volonté de se rapprocher, de se relier à cette histoire, encouragé, comme je l'ai dit tout à l'heure, par le pouvoir politique qui y voit un élément de cohésion sociale et aussi de soft power à l'étranger. Mais en même temps, c'est une création tout à fait récente. Donc, autant par rapport au Taiji, au Yichuan, etc., on parle d'éléments historiques, on n'a pas les fondateurs sous la main. Autant là, c'est une histoire qui est en train de s'écrire. Donc, c'est ça qui est vraiment intéressant au niveau des sciences humaines, parce qu'on se base sur des matériaux récents. Baikong, le fondateur, aujourd'hui, il est vivant. Je l'ai rencontré plusieurs fois. Et il est encore trop tôt, même si il y a un peu des courants qui ont commencé à se dessiner. Il est encore trop tôt pour avoir des lignées, mais certainement que des éléments dans ce sens vont se créer. Donc, et là, c'est un appel que je lance aux étudiants en sciences humaines. C'est-à-dire que là, à mon avis, il y a un sujet très, très riche, puisque c'est comme si on se projetait dans le passé pour voir au XVIIe ou au XVIe, certains des fondateurs revendiquaient des lignées du Taiji-Chuan. Et là, c'est aujourd'hui que ça se passe avec les moyens actuels, avec ces gens-là. Ils créent leur courant, en général en rapport avec un des gros sponsors fabricants industriels derrière. Et donc, c'est une histoire qui est en train de se créer aujourd'hui. Donc, à la fois, on retrouve des éléments que vous avez évoqués tous avec les arts martiaux énergétiques traditionnels. Et en même temps, ça se fait dans un contexte tout à fait laïque, communiste, etc. Et à l'instant présent, c'est une histoire très récente qui a 15 ans en gros, quoi. Donc, voilà, c'est un appel aux chercheurs en sciences humaines. Il y a certainement un très beau sujet là-dessus. Merci beaucoup, Stéphane. Est-ce que quelqu'un aurait envie de prendre la parole? Si je peux me permettre de rebondir. Vas-y, Eric, rebondis. Voilà, donc par rapport à ce que tu as développé, donc j'ai beaucoup apprécié donc les aspects formalité, s'autonomiser, la généalogie. Il y a un ouvrage que j'ai trouvé personnellement très intéressant, celui d'Olivier Morin, donc c'est sur les sciences cognitives, et le titre « Comment les traditions naissent et meurent ». La transmission culturelle. Et donc, il dit que la transmission fidèle, et on n'a pas répété de le dire tous, c'est pas le critère important. Qu'une transmission, c'est pas une mémorisation, c'est une reconstruction. L'importance de se nourrir à plusieurs sources, et ce qui va toucher l'un ne va pas toucher l'autre, c'est la question de l'accessibilité, de l'attrait. Et ce qu'Olivier Morin dit aussi, c'est que la transmission verticale est surestimée.
Et qu'en fait, quand on rentre dans une lignée, il n'y a pas que le maître, c'est un peu comme une famille, il peut y avoir le frère aîné, la sœur aînée, le cousin, et on apprend avec les pères, tu l'as souligné tantôt, on apprend aussi avec ceux qui sont un peu plus âgés, et le maître va donner des choses bien spécifiques, bien particulières. Par rapport à ce que disait Laurent, j'ai l'impression que, enfin c'est ce que j'ai vécu donc entre un enseignement stéréotypé, standardisé, et puis l'entrée dans le cercle proche du maître avec le rituel, l'entrée dans la famille, où il donne aussi tous les récits, tu l'as souligné Laurent, le passage de quelque chose qui va devenir terriblement singulier et à la fois profondément universel. Donc au début, c'était parler de tel style, puis après on allait vers l'idée du travail intérieur, de l'alchimie intérieure, et finalement ce qui était important, c'était l'idée de kung fu, l'idée d'accomplissement. Lui qui était terriblement technique, quand je lui ai demandé tout ce que vous me transmettez, à qui le transmettre, il m'a montré son cœur. Et puis quand je lui ai demandé comment transmettre, il m'a encore montré son cœur. Ça me fait penser à Catherine qui n'est pas là aujourd'hui, quand elle parle du mouvement mouvoir les mains comme des nuages, c'est dit, on en a parlé, l'intention, mais aussi c'est mouvoir les mains avec le cœur. Et je pense que dans la transmission, dans toutes les traditions, c'est quelque chose de terriblement important. Je pensais aussi à Bilker, les 3 étapes vers la maîtrise, l'étude des fondements techniques, ça on n'a pas arrêté de le répéter, le savoir-faire dont parlait Jean-Jacques, l'éthique, toutes les qualités morales qui sont liées, puis l'étude des œuvres exemplaires, mais tout ça c'est juste pour permettre l'émergence de la personnalité profonde, et le maître c'est celui qui vous amène à devenir qui vous êtes, et finalement à trouver votre propre écriture. Et quand on parle de savoir-être, j'irai encore un pas plus loin, parce que savoir-être c'est statique, c'est savoir devenir pour pouvoir s'adapter à son environnement. On a parlé de mimétisme, et dans le domaine du travail en entreprise, un psychologue, tout métier s'apprend par mimétisme, faisait une différence entre 2 types de mimétisme, une imitation servile et une imitation créatrice. Donc dès le début, certains vont répéter de manière servile, et donc je pense que l'accès à la maîtrise, c'est avoir 2 qualités très différentes, c'est être capable de suivre et en même temps être capable de transgresser, et d'avoir ces 2 qualités au même niveau, ce qu'on trouve rarement à haut niveau chez la même personne. Pour ce qui est de la pluralité, je n'arrête pas de rappeler le titre d'un ouvrage de Nancy Midol, qui est une collègue, qui était ma directrice de thèse en anthropologie, c'est son écologie des trans. Donc dans un titre tout très dit, Jean-Jacques le rappelait tantôt, il n'y a pas un tai chi, il n'y a pas un yoga, mais il y a une pluralité, et ça ne diffère pas simplement d'une personne à l'autre, ça diffère aussi chez la même personne. On met un mot de costume, on pratique dans la nature, on pratique sur une place, sur le quai d'une gare, on ne va pas pratiquer de la même façon, donc ça dépend chaque fois du contexte. Par rapport à ce que disait Stéphane, et donc là, Georges m'a amené des éléments intéressants. J'étais baigné, comme beaucoup de chercheurs, avec l'idée des traditions inventées, réinventées, et je sentais qu'il me manquait quelque chose. Et j'ai trouvé chez un autre chercheur, Henri Corbin, qui parlait de para-histoire et de méta-histoire. Et donc, je l'avais senti personnellement. Donc, quand j'ai lu le livre de Catherine, c'est le premier livre que j'ai lu, elle parlait d'un tas de styles que je ne connaissais pas. Et j'ai vu une photo de Sun Lutang et il y a eu une sorte d'attirance. Et je pense que même s'il y a des siècles qui nous séparent, à un moment donné, c'est comme si, à travers ces photos, à travers ces textes, c'est comme si on pouvait créer un lien. Donc, il ne faut pas que la personne soit encore vivante, sans parler de table tournante. À un moment donné, ils nous ont légué, et dans une sorte d'imaginaire intérieur, une possibilité de pouvoir se connecter. Et je pense que l'initiation dont on n'a pas arrêté de parler, c'est l'idée aussi de manière subtile à être connecté, à pouvoir se reconnecter à toute une lignée de ceux qui sont en vie et de ceux qui ont été avant, donc rentrer dans une sorte d'autre dimension de l'espace-temps. Voilà ce que j'avais envie de dire par rapport aux différentes interventions. Merci Eric pour cette revue magistrale. Moi, ça me redonnait envie de réagir. Effectivement, enfin bon, dans les traditions chinoises, il y a toujours cet aspect, enfin l'aspect un peu sur lequel là tu finissais, c'est-à-dire que au-delà
du rapport, là j'ai parlé de la parenté rituelle, il y a aussi cette généalogie, donc si on va sur quand même plusieurs générations, etc., il y a beaucoup de formes on pourrait qualifier de médiumniques, hein, de rapports, c'est-à-dire, par exemple, typiquement Zhang Sanfeng pour le Tai Chi Chuan, c'est a priori un personnage complètement légendaire, hein, on n'a pas de traces historiques précises de ça. Ça a été étudié, il y a un article d'Anna Seidel là-dessus. Mais en même temps, c'est devenu donc une sorte de saint qui réapparaît à des médiums, hein, derrière, et qui qui peut inspirer certains rituels ou certaines formes de pratiques, etc. Euh, il y a aussi, pour rebondir un peu sur cette question-là, avec ce qu'a dit Laurent et ce que tu disais Jean-Jacques en réaction, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on substantialise, je ne sais pas comment dire, des parentés comme ça, des groupes, évidemment, il y a des questions d'identité. Et puis, la plupart, ils ne valent pas mieux en Chine qu'ici, hein. C'est chacun son école, chacun a une sorte de vérité en haut de sa petite pyramide. Et c'est vrai que d'un côté, c'est le travail d'une fédération de mettre en interaction tout ce monde-là. Donc, il y a toujours, en fait, en anthropologie, il y a toujours, je pense qu'on l'a senti dans les discussions, il y a toujours l'universel et le divers, la diversité et ce qui est universel et ce qui est la diversité, et ce qui est... voilà, attention que l'universel, de ne pas le confondre justement avec une homogénéisation, quoi. Parce que, comme disait Laurent, il y a cet enjeu de tout ce qui fait un petit peu les saveurs, là, comme tu disais, hein, de toutes ces petites choses. Alors effectivement, c'est des récits oraux qui peuvent partir un peu ici et ailleurs et n'importe où. Mais c'est aussi des formes, c'est la question de l'identité, c'est des formes d'identité. Donc quand l'identité elle est trop crispée, rigide, etc., bah, bien évidemment que ça ne va pas, mais s'il n'y a plus d'identité, il n'y a plus de diversité non plus. Et la vraie démarche, c'est quand même de pas toujours s'adresser à des gens qui sont pareils, qui sont d'accord avec nous, etc. C'est que quand on est autre, on est différent, et de quand même réussir à vivre ensemble, quoi. C'est le défi qui me paraît à relever aussi dans ces œuvres de fédération et dans ce travail de transmission, hein. Voilà. Vas-y, Laurent. Merci, merci Georges et merci tout le monde pour toutes ces remarques et ces retours. Et du coup, ça me fait penser à une chose qu'a dit Jean-Marc, pardon, Jean-Jacques tout à l'heure, à propos du savoir-faire. Et ça me fait penser à la métaphore avec l'artisanat, quelque part. Et je me posais la question, lorsque l'on transmet un art martial, c'est qu'on transmet un savoir-faire. Si on prend la métaphore de l'artisanat, lorsqu'un artisan, par exemple, quelqu'un qui fabrique des tables, qui fait partie d'une famille d'artisans qui façonnent les tables depuis plusieurs générations, il va pouvoir transmettre son savoir-faire peut-être à ses enfants, peut-être à des gens qui sont à l'extérieur de sa famille. Donc là, on va parler de parenté classificatoire, etc. Mais disons qu'il ne va pas pouvoir le transmettre à des centaines de personnes. En général, c'est souvent la singularité fait justement que le savoir-faire, ce qui fait la singularité d'un savoir-faire, c'est justement qu'il ne peut pas se transmettre au plus grand nombre et qui va toujours se transmettre à quelques personnes, à un groupe très restreint. Et c'est en cela que ça va former progressivement une lignée. Et même si la forme se transforme avec le temps, etc., il va toujours y rester quelque chose, ce petit goût, cette petite saveur qui fait que on sent que il y a la patte derrière de l'artisan, quoi, qui vient de plusieurs générations de transmission. Et donc pour en revenir à la transmission des arts martiaux, dans quelle mesure on pourrait arriver à transmettre justement cette saveur-là, c'est ça ma question en fait, au plus grand nombre, puisque c'est un petit peu, pas la mission, mais un petit peu
le défi qui est posé là, c'est lorsqu'on se met à transmettre un art, une technique, un savoir-faire, on aimerait que cela touche le plus grand nombre possible de personnes, pour n'exclure justement personne et inclure tout le monde dans ce geste-là de la transmission. Donc voilà, c'était ma petite remarque. Oui. Vas-y. Pour répondre à Laurent, oui, par rapport à ça, oui, je suis bien d'accord, ça se fait tout naturellement. Je vais prendre un autre exemple dans le monde sportif. Je veux dire, c'est toute la différence entre l'éducation physique et, si tu veux, l'art sublime de certains. Je vais prendre un art sublime que j'adore, qui est le football. On peut très bien transmettre de façon à ce qu'on puisse avoir des footballeurs de très haut niveau, hors champ critique aujourd'hui que l'on peut avoir dans le monde actuel, et puis utiliser le football dans une cour de récréation pour pouvoir en faire un ferment de développement pour le plus grand nombre. Ce n'est pas incompatible. Les arts martiaux que l'on pratique, à mon avis, ne sortent pas de ce champ-là. On peut tout à fait, et je suis d'accord avec la façon de réapproprier la notion d'artisanat dans ce domaine-là, c'est-à-dire faire en sorte que le maître artisan, il arrive à la fois à pouvoir transmettre quelque chose d'extrêmement fort, très subtil, en laissant ouvert même à ceux qui vont le suivre la possibilité d'améliorer ou de transformer ça son art, mais aussi de l'élargir pour que puisse le plus grand nombre se l'approprier, ou en tout cas par d'autres transmetteurs, comme par exemple des gens qui vont s'approprier certaines techniques pour pouvoir l'incorporer dans leur champ éducatif. Par exemple, le fait, moi, d'avoir donné, et ça m'arrivait, d'avoir donné quelques petites techniques de tai chi chuan ou de jeu à partir des bâtons, etc., à des éducateurs sportifs qui, eux, se le sont appropriés sans avoir jamais foutu les pieds en Chine, sans avoir jamais entendu parler de Chuang Tzu. Et ils vont quand même pouvoir utiliser ça dans leur jardin à eux, de façon à ce que cette petite transmission, elle va aller vers le plus grand nombre de cette façon-là. Pas d'une façon extraordinaire, mais d'une façon subtile et qui sera incorporée dans un champ de transmission, d'appropriation, d'éducation, comme ça. À mon avis, il n'y a pas du tout d'opposition à ça. Donc, sois rassuré, Laurent. Merci Jean-Jacques. Je n'y voyais aucune opposition, bien entendu. Non, c'était juste une interrogation que j'avais par rapport à la discussion qu'on avait sur la dimension, on va dire, un peu plus confidentielle des caractéristiques de l'enseignement en Chine, avec la manière dont on la restitue justement dans notre contexte social qui est européen, justement. Si je peux me permettre pour répondre à Laurent, c'est la conclusion de l'article que je t'ai envoyé pour mars. Et donc, c'est qu'il y a un pourcentage très minime de personnes qui atteignent à une véritable maîtrise. En France, c'est 1 sur 100 000. Jean-François en Chine. Jean-François Bilter dit que pour la 3e étape dont je parlais tantôt, l'émergence de la personnalité profonde, il y a peu qui s'y engagent et encore moins qui arrivent. Beaucoup sont intéressés par une approche consumériste et ceux qui sont prêts à donner d'eux-mêmes comme si leur vie en dépendait, qui sont prêts à une transformation intérieure. Tous les processus initiatiques, il y a une partie de soi-même qui doit mourir pour qu'une autre puisse naître. Et donc, certains disaient, bon, c'est une phrase un peu facile, le monde ne manque pas de maîtres, il manque de disciples. Donc, c'est une bonne idée de vouloir amener ces techniques-là pour les vulgariser, pour le bien-être, pour la santé, voire au niveau éducation. Donc là, conduire en dehors d'eux, on sort déjà, on va plus loin, il y a une partie d'esprit critique, de questionnement, mais ceux qui sont prêts à s'engager dans un réel processus de transformation, je le vois, autour de moi, ça fait vraiment très peu de personnes. Voilà, enfin, c'est mon expérience. Vas-y Stéphane, ouais. On se rapproche de la fin. Stéphane, tu voulais parler encore? Ouais, c'est bon.
Eh bien, je suis tout à fait d'accord avec la remarque que vient de faire Eric, et c'est quelque chose que j'ai pu observer avec le volleyball. Du fait justement, elle s'est mise en exergue par le côté ludique. C'est-à-dire que j'ai formé beaucoup de gens sur Toulouse ou ailleurs à la pratique du volleyball. Et en fait, beaucoup de gens, lorsqu'ils ont compris le principe et qu'ils ont commencé à s'amuser avec le jeu de volleyball, ne vont pas plus loin que ça. Parce que pour eux, c'est l'aspect ludique, on a parlé de consumériste tout à l'heure, est satisfait. Donc, ils n'ont pas besoin de développer au niveau technique, alors qu'il y a un très large champ derrière, parce que c'est très technique. Et on se retrouve, c'est un peu comme, pour reprendre l'analogie du badminton, c'est comme apprendre à quelqu'un à jouer au badminton. Et puis une fois qu'il a compris comment on fait des échanges, assez peu vont être intéressés pour pousser l'entraînement plusieurs fois par semaine et se prévoir en mode compétitif, etc. Donc le volleyball, ça vraiment c'est sa force et sa faiblesse. Sa force, c'est un côté très ludique, puisqu'on a le côté jeu de raquette, etc. Et puis l'enveloppe orientale et soft, cool, du taiji et tout ça par-dessus. Mais donc là, les gens qu'on fait des démonstrations publiques, on a toujours un certain succès. Mais dès que les personnes, elles ont commencé à prendre le principe et de pouvoir échanger 3 balles, le processus de transmission s'arrête là parce qu'elles me disent, bon, mais pour moi, c'est bon, voilà, ça s'arrête là. Et du coup, on amène beaucoup de gens, mais beaucoup d'appelés, peu d'élus. Après, j'ai pas de statistiques, mais ce qu'a dit, ce que vous avez dit, Jean-Jacques et Eric, ça me fait vraiment penser à ce que j'ai pu observer in situ dans la diffusion du volleyball. Oui. Il y a un petit message de Mathieu Gentil qui dit je suis souvent confronté à des élèves qui s'intéressent seulement à l'image que la pratique renvoie d'eux-mêmes. Moi j'aime bien le gel douche ayurvédique, le gel douche rituel ayurvédique de la marque Ushuaïa à 1,89 € en supermarché aussi. Mais oui, tout à fait. Enfin, c'est-à-dire que moi, il y a des questions aussi d'investissement. Ça, c'est pareil en Chine. Enfin, je veux dire, la démarche de vraiment entrer. C'est-à-dire que c'est très variable en Chine. En fait, on peut rencontrer aussi bien des maîtres qui ont 10 000 disciples, dont 153 en Californie, et qui te prennent direct, voire même ils insistent pour te prendre. Et puis d'autres qui n'hésitent pas à avoir quelques personnes et puis à chasser les gens avec qui ils ne sentent pas avoir une forme. C'est le terme yuan fun, souvent, qui est utilisé, qui pourrait se traduire par affinité de destin. Voilà. C'est en fait une sorte de sensation qu'il peut y avoir une transmission qui s'opère aussi. Donc il y a quelque chose d'inter. Enfin, pour ça que moi j'insiste pas mal sur la dimension interpersonnelle qui, à mon avis, se perd nécessairement. C'est ça, Yuan Fun, ouais. Se perd nécessairement quand on est avec des grands groupes. Mais effectivement, comme de toute voilà, il y a plusieurs échelles dans la pratique. Et effectivement, il faut aussi comment dire. Moi, c'est vrai que c'est une chose qu'on m'avait dit aussi, c'est-à-dire que les gens, ils rentrent dans la pratique pour des motivations X ou Y, mais c'est aussi en pratiquant qu'ils vont être amenés à faire aussi évoluer leur motivation. Donc, c'est aussi, après, en tant qu'enseignant, le travail de rester, aligné avec, enfin, moi, j'essaie de faire, de rester aligné avec ce que moi, j'estime être juste ou qui je suis moi-même aussi, voilà, et du coup les gens après s'en vont d'eux-mêmes ou continuent d'eux-mêmes. Et ils en auront pris quelque chose jusqu'à un certain point, et tant mieux pour eux ou pas d'ailleurs. Je crois qu'on s'achemine vraiment. Enfin là, on a déjà dépassé depuis 5 minutes, ça fait 2h30 qu'on parle. On a encore la grande majorité des gens qui sont là. Donc, merci de votre patience et de votre intérêt pour nos discussions. On peut peut-être donner un petit mot de conclusion à Jean-Jacques, puisque c'est autour de Jean-Jacques. Donc, si ce n'est que, effectivement, moi, du coup, je fais des petites annonces finales, et puis Jean-Jacques, comme ça, on finira sur du contenu.
On a rendez-vous pour l'Institut des Arts chinois du corps les 12 et 13 décembre à l'Université Toulouse-Jean Jaurès avec autour de Catherine Despeux. Si par malheur on ne peut pas le faire, on a déjà prévu une date de secours le week-end du 1er mai, donc en présentiel. Qu'est-ce que je voulais dire aussi, si ça peut vous intéresser, donc il y aura aussi ensuite Éric Collier et Stéphane Kersuzan, entre autres, qui interviendront au mois de février, les 6 et 7 février, si ma mémoire est bonne, donc à l'université, autour de la question de la qualité de vie au travail, de l'ergonomie. Il y aura ensuite au programme un week-end sur le taoïsme donc sur la méditation taoïste avec Karine Martin. Il y aura aussi l'intervention de Adeline Héroux et de Marc Lebranchu sur ces questions. Et nous finirons l'année en début juin avec Jérôme Ravenet autour du bagua et des stratégies de non-opposition. On anime aussi un petit Facebook, enfin c'est Stéphane surtout qui anime un petit flux Facebook, donc ça peut vous intéresser, voilà, vous êtes bienvenus pour le visiter, l'aimer, comme on dit, ou adhérer. Et donc pour finir sur du contenu, eh ben, écoute Jean-Jacques, qu'est-ce que tu nous réserves comme petit plat pour le dessert? Oui, alors moi, ma conclusion, c'est que bon, je suis un petit peu évidemment réticent à ce type de contact, mais après tout, j'ai trouvé ça assez réussi quand même, de mon côté en tout cas. Et même si je suis beaucoup plus à l'aise lorsque je suis dans un espace ouvert avec des gens avec qui on peut se toucher, mais aujourd'hui on n'a plus le droit, hein, bon, où on peut être dans le dans le savoir-faire évidemment, et de prendre des tas d'exemples. Bon, je suis un petit peu frustré de ce côté-là, mais on se donne rendez-vous plus tard pour pouvoir le faire in situ, avec des tas d'exemples que chacun pourra vivre, avec les petits jeux que vous avez pu voir sur les petits extraits que vous avez pu voir, le faire réellement, ce qui donne quand même beaucoup plus de solidité, beaucoup plus de charpente à l'explication de ce travail que j'ai pu effectuer, que je continue maintenant avec de moins en moins d'adolescents et de plus en plus de seniors. Beaucoup d'entre nous d'ailleurs. Voilà. Bon, je te remercie Georges et Stéphane, je vous remercie de votre initiative. Je fais un petit coucou à Eric personnel. Hein. Salut Eric, je t'embrasse, à bientôt et bonne continuation. Ok, bah merci, merci à tous. Effectivement, pour parler de savoir incorporé, c'est déjà mieux de partir de la pratique, on l'a dit 12 fois, et j'espère qu'on va finir par y arriver. Voilà. Donc, ne larguons pas le corps. Merci à tous. Au plaisir de vous retrouver à une prochaine occasion, et bon courage aussi à vous, parce que, bon, quand même, malgré tout, moi j'étais aussi vachement réticent sur ces trucs vidéo, mais bon, ça, voilà, ça. Au moins, on arrive un peu à se voir, à discuter. C'est la peau de chagrin, mais ça redonne un peu de morale à tout le monde. C'est sympa, ça maintient la réflexion en éveil et les bonnes intentions aussi. Voilà. Donc, bon temps à tous. Gardez une bonne santé physique, psychique et sociale. Portez-vous bien. Merci à tous, à toutes les personnes qui ont assisté et qui ont été très intéressés, si j'en juge par les commentaires sur le chat. C'est un plaisir d'avoir des retours comme ça. On a vraiment mis de l'intention et de l'énergie pour préparer cette table ronde. Et donc, on voit que ça a porté ses fruits. Ça a été bien pour tout le monde. Merci vraiment aux intervenants. On voit qu'il y a, on le savait à l'avance, mais on voit le niveau. C'est vraiment un plaisir aussi de voir des intervenants de qualité comme ça. Merci à tous. Merci à Georges pour avoir été l'animateur principal. On sait que quand il faut jongler entre l'intervention intellectuelle, les connexions, etc., c'est chaud. Donc voilà, merci beaucoup Georges et merci à tous et portez-vous bien. Au revoir. Au revoir. Salut, salut. Bonne fin de week-end. Bien.